Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Patrick Delarue qui est le directeur de l'EHPAD François 1er à Villers-Cotterêts. On va parler de l'embauche d'une éducatrice spécialisée, donc au départ pendant une petite année pour une étude et de l'impact que ça a pu avoir et de super résultats en fait que vous avez pu constater au niveau de l'EHPAD, mais pas que. Alors, merci Patrick de participer à cet épisode et avant de commencer, je te propose de te présenter. Bonjour Arnaud, merci de me donner l'occasion de parler de cette expérience qui est très enrichissante et qui est forte d'enseignements et de bonnes surprises. Alors pour me présenter, donc je suis directeur d'un EHPAD plutôt atypique. C'est peut-être cet atypisme qui a forcé les choses, en tout cas qui a forcé le besoin. Auparavant, j'étais dans un autre EHPAD plus traditionnel. Et mon cursus a été un peu atypique aussi, puisqu'avant, j'étais commercial export. Et dans cet aspect-là, il me manquait beaucoup le côté humain et le côté social des choses. Donc, je suis un directeur qui met le point de vue social en lumière dans les espaces médico-sociaux. Donc, je pense que le fait qu'on soit un EHPAD atypique et peut-être un directeur un peu atypique a forcé cette expérience. Alors, en quoi, parce que du coup, ça m'intrigue, en quoi tu as un EHPAD atypique? Alors, cet EHPAD, il existe depuis… enfin, la structure existe à peu près depuis 200 ans. Elle était située dans le château de Villers-Cotterêts, le fameux château qui est en cours de restauration pour accueillir la Cité internationale de la langue française. Et il a accueilli au départ des mendiants à une époque où la mendicité était pénalement répréhensible. Et donc, toutes les personnes qui mendiaient dans la rue de Paris étaient envoyées dans cet EHPAD. Puis, les mendiants enfermés dans cet établissement plutôt vieillissaient et c'est devenu, par la force des choses, un EHPAD dans le château. Alors, les conditions étaient plutôt étaient compliquées. Et puis, en 2014, la ville de Paris a investi dans un nouvel établissement avec un transfert donc des résidents. À l'époque, 100% des personnes issues de la précarité. Aujourd'hui, on a à peu près 60% de personnes issues de la précarité. L'atypisme, il est là, surtout il est là, où on accueille, en général dans les EHPAD, c'est plutôt des femmes très âgées, avec des familles et peu autonomes. Nous, on a 70% d'hommes, seuls, sans famille, alcoolo-tabagiques. Voilà, donc un aspect très, très atypique. Et puis plus jeune, j'imagine alors. Alors oui, plus jeune, puisque la moyenne d'âge chez nous, elle est de 74 ans, et alors que dans les EHPAD, en général, elle est plutôt autour de 82. Ouais, voire plus. Donc, ça en fait un EHPAD très particulier, assez vivant, avec des fortes demandes de besoins sociaux. Voilà. Mais l'expérience qui était donc nécessaire, a montré qu'il y avait des répercussions, y compris sur les 40% autres des résidents, c'est-à-dire les résidents plus standards. Ouais, je comprends. Quand tu dis besoins sociaux, tu entends quoi? Alors, en fait, par rapport à d'autres résidents, tu vois, par rapport à des résidentes de 85 ans. Alors, les résidents de 85 ans ont aussi des besoins sociaux. Alors, ce qu'on entend par les besoins sociaux, donc l'analyse s'est faite au cours de l'expérience, puisqu'on notait des besoins sans pour autant les définir précisément. Donc, l'expérience a permis de les définir. Et grosso modo, nous, on range ces besoins sociaux autour de 5 éléments. Je dirais le premier, c'est l'isolement.
Donc, c'est l'isolement social, l'isolement par rapport aux familles, l'isolement par rapport à son tuteur. Et là, on voit que ça touche aussi des personnes plus standards. Ça touche au niveau du droit et de l'accès au droit. Et ça aussi, ça touche des personnes plus standards. Alors, ça touche plus les personnes comment dire, en difficulté, mais ça touche tout le monde. Ensuite, en termes d'autonomie et notamment je dirais, de mobilité, mais aussi de sexualité, etc. Le quatrième point, c'est tout ce qui concerne l'équipement. Alors, ce qu'on entend par équipement, ça peut être un animal, un animal familier, un frigo, une cuisinière, etc. Donc, l'animal, ça touche les personnes plus standards, la cuisinière nettement moins. Et le cinquième point, c'est tout ce qui concerne les addictions. Donc, le tabac, l'alcool ou autre. Je dirais que c'est sur ces 5 grands axes que l'éducateur spécialisé va intervenir. Ok. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à aller sur ce projet, à aller sur cette étude? À quel moment tu te dis bah, ce serait bien qu'on embauche un éducateur spécialisé? Alors, comme on a beaucoup de précaires avec un manque de tuteurs ou des problèmes de communication entre les tuteurs et les précaires, comme on a des personnes qui sont addictes au tabac, à l'alcool, avec peu de moyens, on a des personnes qui n'ont pas de famille ou qui ont une famille mais qui sont coupées de leur famille, ce sont des personnes qui arrivent en institution, qui ont enfin un toit, qui se disent « Tiens, j'approche peut-être de la fin de ma vie, il faudrait peut-être que je mette de l'ordre dans ma vie. » Et comme j'ai un toit, je vais peut-être pouvoir recevoir mes enfants. Donc, il y a une série de demandes qu'ils n'avaient pas quand ils étaient dans la rue qui apparaissent. Et par ailleurs, ils sont plus dépendants pour la réalisation de leur addiction. C'est-à-dire qu'avant, dans la rue, ils allaient, par différents moyens, obtenir l'objet de leur addiction. En EHPAD, c'est plus compliqué. Donc, il y avait cette série de demandes auxquelles le psychologue ne pouvait pas répondre complètement. L'assistante sociale qu'on n'a pas en EHPAD ne pouvait pas répondre totalement. Ce qui nous a paru le plus sensé, c'est l'éducateur spécialisé parce qu'il touchait à tous ces domaines et que aussi il avait ou il pouvait avoir le même code de langage. Et ça c'est essentiel. Et également une approche humaine du résident. Alors, cette approche humaine du résident, nos agents, enfin, à l'EHPAD François 1er, ils ont une grande expérience du précaire et ils ont un certain nombre de codes de langage qui dénotent un peu de l'habituel. Donc, Ce ça, serait on quoi, du l'a, coup? mais les agents ne peuvent pas répondre à des problèmes sociaux, style droit, isolement, etc. Ouais, bien Donc, sûr. l'EduSP nous est paru vraiment naturellement comme la réponse à ce type de besoin. Ok. Les codes de langage, du coup, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça change dans la manière de peut-être d'aborder les gens, de discuter? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors, je vais surtout parler des précaires dans ce cas-là, sur cette question-là, de code de langage. Par exemple, un précaire, ce qu'il veut, c'est pas forcément… Alors d'abord, le tutoiement est assez courant. Ouais. Il est quasi nécessaire pour instaurer une relation, je dirais, de confiance. Mais on reviendra sur la problématique de la confiance. L'autre code, c'est que ce qu'ils recherchent, c'est absolument pas ni la politesse ni la courtoisie, mais la franchise. Donc, par exemple, tu viens voir une personne issue de la précarité et tu lui dis « Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui ?» etc. Enfin, quelque chose de poli pour toi. Il va te répondre « Casse-toi pauvre con, j'en ai rien à foutre de tes salam alek. » Ouais. Voilà. Il a l'impression que tu veux l'arnaquer. Oui, ou que… Enfin, en tout cas, c'est pas il te prend pour un hypocrite. D'accord. Alors que tu lui dis bonjour, monsieur B, bon alors vous avez déjà entamé votre rosée ou pas à 9 h du matin. Ouais. Genre je te titille, etc. Ça, ils adorent. Ils adorent. Et il va te répondre
Non, 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 moi je préfère le rouge, ça accroche plus au fond de la gorge, c'est plus long en bouche. Enfin voilà, Ouais, d'accord. Ouais, plus franchise, plus cash et c'est ça. Ensuite, en termes de code de langage, par exemple, il va être fier d'avoir eu un parcours de rue. Par contre, il refuse le terme de clochard. d'accord. Donc, il y a aussi des mots de vocabulaire qu'il faut éviter. Bon, naturellement, on ne va pas le traiter de clochard, évidemment. Mais lui peut l'utiliser et il va l'utiliser quand on va s'adresser à lui ou quand on va avoir un comportement avec lui qui sous-entend qu'on conserve en mémoire son histoire de vie. Alors, je vais le dire autrement. En fait, pour bien accompagner un précaire, il ne faut pas de jugement. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas juger de son passé, il ne faut pas juger de son présent. Euh, il faut le respecter, en fait. Ce qui est tout à fait normal, je dirais. Mais il faut faire un peu attention Non, à mais ça. c'est vrai qu'un résident plus classique, au contraire, en fait, il va être content qu'on puisse parler de son passé, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, qu'on puisse lui demander comment ça va. Enfin, c'est vrai que ça paraît Oui, un le résident dialogue. précaire va avoir du mal à parler de son passé parce qu'il est douloureux. Hmm. Par contre, il parlera des moments fiers, etc., de son passé. Je pense qu'une personne standard aime parler des moments heureux et fiers de son passé. Hmm. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de… En fait, au final, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux types de personnes. C'est juste une façon de faire et d'appréhender les choses qui diffèrent. Ok. Euh, et en tout cas, c'est un des points aussi que l'EduxP apporte, c'est qu'il n'y a pas une grande différence de fond entre les résidents. Par exemple, les précaires, quand on commence à les accueillir à l'EHPAD, pendant les premiers jours, ils sont extrêmement violents. Mhm. Ils peuvent tout casser ils vont avoir un comportement très agressif, très méfiant, très fugueur, quoique la fugue n'est pas un Hmm. souci au début. Mais dans les résidences standards, on constate que entre 1 et 3 mois, ils ont des difficultés à trouver leurs repères et leurs marques. Donc, c'est le même fond, c'est l'expression qui est différente. Ok. C'est vrai que dans un contexte, je pense que c'est bien et c'est intéressant d'avoir finalement un public quand même plutôt homogène, parce que sinon, trop de diversité, déjà, ça ne doit pas être simple, mais avec plus de diversité, ça doit être encore plus compliqué. Par exemple, je pense juste aux autres résidents. Alors maintenant, même si vous avez, je ne sais plus, 30 ou 40% d'un public plus classique, comment vous faites pour qu'il y ait un lien entre eux, quoi. Parce que s'il y a de l'agressivité au départ, les autres résidents, en gros, ils doivent avoir peur. Ils doivent Alors, dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous accueillez des gens comme ça? j'aime beaucoup ta question parce que cet EHPAD est atypique et il reçoit une grande variété de profils. Donc, on a Mhm. 60% de précaires, on a à peu près 10% de personnes psy, enfin D'accord. fortement psy. On a 14 résidents à difficultés cognitives type Alzheimer et le reste des résidents sont des résidents plus standards. Donc, on a une énorme mixité et cette mixité, à la dernière évaluation interne, tous les agents dans tous les groupes de travail, ont clairement dit qu'ils tenaient à cette mixité et qu'ils tenaient à ce qu'il y ait cette variété. Donc, il y a une volonté culturelle de cet établissement à gérer un maximum de choses. Ensuite, comment ça se passe? Finalement, ça se passe plutôt bien, voire même très bien. En fait, le fait d'avoir une grande variété, on recrée des éléments de vie de société. On n'est pas uniforme, on n'est pas dans je vais exagérer le terme, mais dans un ghetto Mhm. standard. Euh, et du coup, qui plus est, on a donc beaucoup de jeunes, donc ça en fait un EHPAD très vivant. Et je pense aux personnes plus standards et plus âgées. Quand elles rentrent dans un EHPAD, elles ont du mal à se projeter. Quand elles voient tous ces vieux autour d'elles, elles se C'est disent non, vrai. c'est pas moi. Combien de fois j'ai vu des résidents de 98 ans dire c'est bien hein, chez vous, mais j'ai pas envie de venir avec des vieux. C'est ça, Ah, c'est ça. Euh, Là, c'est un peu différent. Ils voient plutôt des plus jeunes qu'eux. ouais, Donc, c'est plutôt enthousiasmant. ok. Ensuite, il y a une particularité. Alors, les précaires, ils peuvent être violents, etc. Et pour autant, ils sont surtout violents entre eux.
C'est-à-dire qu'ils font leur petit business entre eux, ils se reconnaissent entre eux, avec le reste de la population, puisqu'en fait, c'est une micro-société. Hein. Ils peuvent être vulgaires, mais ils vont pas être trop violents. Moi, ce que je constate donc depuis 5 ans, c'est que les personnes standards ou les personnes de psy ou autres, enfin, je veux dire, la mixité des profils se passe très bien. Ok. Alors, je pense sincèrement que la proximité des soignants notamment, mais aussi de toute l'équipe, y est pour quelque chose. Ouais, bien sûr. Donc, ça se passe plutôt bien et cette mixité, elle est souhaitée et elle se passe bien. Parfait. Alors, avant de revenir sur l'éducatrice spécialisée, comment ça s'est passé, tout ça, juste une question, comment ces résidents-là sont adressés vers ton EHPAD? Est-ce que c'est la ville de Paris? Est-ce que c'est des services spécialisés? Comment ils Alors, sont cet adressés? EHPAD, il est ouvert à toute Ouais, la population, sur le bassin de vie local, sur l'Île-de-France ou autre. D'ailleurs, on a des personnes qui viennent de partout ouais. et de nombreux pays également. Euh, Ils sont adressés, je veux dire, d'une part normalement, des familles qui cherchent un EHPAD à proximité. Mhm. Euh, Ils sont adressés aussi par la ville de Paris elle-même, qui peut concentrer un certain nombre de demandes, alors soit de personnes précaires qui ont besoin d'un établissement un peu spécialisé, soit de familles dont la maison de campagne est proche de chez nous ou autre. Et enfin, elle nous est adressée par, je dirais, les prescripteurs, c'est-à-dire par exemple le SAMU social ou les petits frères des pauvres ou voilà, ce genre d'institution. D'accord. Vous êtes quand même bien identifié par ce réseau de partenaires qui va pouvoir vous adresser des personnes qui ont un profil qui correspondrait à… Alors, je dirais qu'on est de mieux en mieux identifiés, effectivement. OK. Alors, pour revenir à l'éducatrice, alors tu l'expliques hein, à quel point c'est le profil qui correspond le plus aux personnes que vous accueillez, mais qu'est-ce qui te fait te dire à un moment, ben, il faut y aller, il faut embaucher une éducatrice? Aussi, comment tu le finances? Parce que du coup, sur quel poste en fait? Est-ce que tu rajoutes un poste? Est-ce que tu transformes une animatrice en fait pour avoir un versant plus c'est pas éducatif, mais sur un champ plus social que de l'animation. Enfin, comment ça se fait concrètement? Comment tu le fais? Alors concrètement, ça ne se fait pas sans la ville de Paris et sans OK. le CASVP. Donc le CASVP, c'est le Centre d'action sociale de la ville de Paris, dont un des gènes est d'accueillir des personnes, comment dire, des personnes qui ont besoin d'un EHPAD accessible et notamment des personnes précaires ou isolées. Donc ça fait partie du gène du groupe CASVP. Et donc, ils ont cette problématique de l'accueil des précaires dans toutes les EHPAD. Je vais revenir un peu sur l'historique. Auparavant, tous les précaires étaient envoyés à François Ier, ce qui en faisait un ghetto, Mhm. en termes exagérés. Aujourd'hui, les précaires, ils ont le droit de choisir aussi leur EHPAD et en général, ils choisissent l'EHPAD du quartier dont ils ont l'habitude. Donc, toutes les EHPAD du centre d'action sociale sont appelés à accueillir des précaires. Donc, c'est une problématique de la ville de Paris de faire en sorte de mieux les accueillir. Et c'est une problématique qu'on a pour enfin, tous les groupes et toute la ville de Paris se pose ce type de questions, quel que soit le profil. Donc, il y a déjà une volonté, une analyse de la situation et une volonté de la ville de Paris de vouloir faire quelque chose. Ensuite, il y a l'expérience de l'EHPAD François Ier, ses constats en termes de besoins et le fait que l'équipe de François Ier est volontaire pour continuer à faire ça. Ensuite, on a eu une volonté, notamment d'un médecin coordinateur du centre d'action sociale, de s'inquiéter de ces profils et du fait que ce n'était pas pris en charge dans les financements par l'ARS ou par la mesure du GMP ou du PATHOS, et que donc il y avait une problématique entre le coût que ça représente, les moyens qu'on met en face de ça et les financements. Et donc, ce docteur, le docteur Soudani notamment, a lancé une étude sur 2 ans
sur c'est quoi un précaire en EHPAD, quels sont ses besoins. Cette étude, elle a fait l'objet de 2 éditions dans la revue de gériatrie. C'était mai et juin 2020, où les besoins, les critères de reconnaissance, les besoins ont été définis par un certain nombre de professionnels. Et au cœur de cette étude, il y avait notamment l'EHPAD François Ier. Donc, l'EHPAD François Ier était clairement désigné comme le terrain d'expérimentation idéal pour ce type d'expérience. Donc, ça s'est fait plutôt naturellement et progressivement. Ça marche. Du coup, c'est un financement CCAS de Paris. C'est ça. OK. Oui, oui. La première année, c'est purement la ville de Paris et le CASVP qui ont financé ce poste, tout en étant en transparence avec l'ARS. Et aujourd'hui, l'ARS est plutôt intéressée par cette expérience, les résultats de cette expérience. Et je pense qu'il y a une réflexion au sein de l'ARS pour savoir comment on tient compte de ce type de profil. Alors, il faut savoir que les enjeux sont énormes. Pourquoi? Parce qu'avant un précaire, ça décédait avant 50 ans. Donc, ça n'arrivait jamais en EHPAD. La durée de vie des personnes issues de la précarité augmente. Et donc, ceux qui dépassent les 60 ans, en nombre, ça explose. Donc, c'est une problématique qui va toucher ou qui touche déjà un nombre d'EHPAD conséquent. Ensuite, les courbes démographiques vont exploser dans les 10 prochaines années parce que les profils des précaires changent. En fait, un précaire, c'est une personne qui a connu une rupture dans son parcours de vie. Et aujourd'hui, entre crise économique, numérisation de la société, etc., il y a de plus en plus de populations qui connaissent des ruptures de vie et qui ne s'en remettent pas. Et ces profils sont en train de changer. Avant, on avait affaire à des hommes plutôt seuls. De plus en plus, ça va être des familles, des femmes notamment, des femmes avec enfants. Les courbes démographiques, quand on les voit, c'est extrêmement inquiétant. Donc, c'est un enjeu incroyable dans les 10 années qui vont venir. Ouais, je comprends. Et même médico-économique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais fait un épisode avec c'était un SPASAD dédié aussi à la précarité. Alors, pas loin de l'Aisne parce que c'est vers Maubeuge, mais c'est vrai que c'est aussi toute la question de comment on va pouvoir assurer un parcours de soins pour ces personnes qui sont en rupture de vie. Et pour juste l'assurance maladie, je pense qu'il y a une économie géniale, très importante à faire, quoi. Parce que forcément, je veux dire, être en EHPAD, ça veut dire déjà avoir le toit, mais ça veut dire aussi, j'imagine, manger équilibré, malgré ce qu'on entend partout, bien manger et manger équilibré, et avoir finalement un rythme de vie et faire finalement énormément de prévention sur la santé, pouvoir aussi détecter, je ne sais pas, une pathologie, un truc assez rapidement, pouvoir avoir un suivi médical régulier et juste bien suivi, parce que dans l'EHPAD, il y a l'équipe paramédicale, que ce soit les infirmiers, les aides-soignantes, enfin bref, on va pouvoir vraiment anticiper les choses, prendre s'il y a un problème, pouvoir le gérer à la fois dès qu'il survient et puis dans la durée. Et puis même aussi sur la maîtrise peut-être des addictions, de pouvoir temporiser un peu et puis éviter que, j'imagine que, enfin, moi ce que j'entends alors des urgences parfois, c'est que des personnes précaires, ils passent par les urgences plusieurs fois par semaine, quoi. Et c'est un calvaire pour les équipes aussi qui s'en occupent, mais voilà. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a un enjeu en termes de soins. D'abord, ce sont des personnes qui, bien que très jeunes, ont des besoins en termes de soins énormes, d'autant plus énormes qu'il y a une incurie depuis des années et une mise à l'épreuve dans la rue un certain nombre de pathologies. Alors notamment psy, ils sont 3 fois plus atteints de maladies psy que les autres, mais ils ont plein d'autres pathologies. Et leur incurie, c'est-à-dire leur refus de reconnaître les besoins du corps, cette négation du corps aggrave les soucis parce qu'ils vont garder les problèmes, ils vont vivre avec, ils vont apprendre à vivre avec leurs douleurs, etc. Et donc, en termes de soins, quand ils arrivent en EHPAD, c'est énorme.
C'est énorme. Sans compter qu'il y a du déni, il y a de l'incurie, il y a une méfiance dans les institutions, donc une grande difficulté pour les soignants à entrer dans leur intimité pour prendre soin. Donc, tu mets effectivement le doigt sur l'autre enjeu qui n'est donc pas seulement démographique, mais également dans comment on prend soin de ces personnes dont le besoin est énorme et l'accompagnement très difficile. C'est tout à fait vrai. Et du coup, j'imagine que bah, pour une ARS, mais même pour un CCAS, en fait, il y a vraiment, enfin ouais, c'est beaucoup d'enjeux, à la fois le fait de juste d'apporter peut-être plus de dignité, un confort de vie et aussi une vie sociale peut-être plus, enfin, un peu différente, mais plus standard ou peut-être plus structurée, je ne sais pas comment le dire, en plus du parcours de soins, qui fait que oui, que en fait, moi je le vois plus comme un bon investissement de la part, tu vois, de pouvoir public ou de l'ARS. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres avantages que tu as pu repérer? Alors, ce qui est là aussi, tu mets le doigt sur un truc absolument incroyable, c'est que l'expérimentation éducateur spécialisé en EHPAD, non seulement a montré son intérêt pour les résidents précaires ou les résidents standards, mais il a montré aussi son intérêt vis-à-vis des soignants. Ouais. Et notamment, l'éducateur spécialisé va nourrir une relation de confiance directe entre lui et le précaire ou entre lui et le résident. Donc, il va être relativement assez tôt informé d'une problématique de soins, mais surtout, comme il développe cette expérience de confiance, le précaire va enfin avoir confiance dans une institution. Eh bien, ça va faciliter l'entrée en intimité du soignant. Le deuxième aspect positif, c'est que les soignants ne sont pas que des professionnels sanitaires, ce sont aussi des êtres humains sensibles. Et quand ils ont en face d'eux une personne malheureuse ou en difficulté, ils aimeraient bien l'aider et pas seulement s'occuper de sa toilette, son repas, son hygiène. Et donc, les soignants sont souvent devant une situation, une injonction paradoxale. Je dois m'occuper de lui, mais ma mission n'est pas de m'occuper de son lien avec sa famille, de ses droits sociaux, etc. Et donc, l'apport de l'EduxP, c'est qu'elle, elle va prendre en charge ses besoins, souvent alertée aussi par les soignants, ce qui va soulager les soignants. Dans le même style, ce que l'on a compris par cette expérience, c'est que ça va énormément soulager le psychologue. Le psychologue, lui, il est confronté à des personnes qui ont des problèmes sociaux, d'isolement de famille, de droit, d'autonomie, d'équipement, d'addiction, etc., pour lequel, en fait, son patient a une charge mentale forte que le psychologue n'est pas en mesure de résoudre parce que ça peut être des problèmes administratifs et le psychologue n'est pas adapté à ça. Et que tant que cette charge mentale existe, son travail de psychologue, il est contraint. Et le fait que l'éducatrice spécialisée prend en charge ça et résout bien des soucis, ça va permettre au psychologue d'avancer. Donc ça, c'est le deuxième effet positif en termes de soins, sans parler du gain de temps, que ce soit au niveau des soignants que du psychologue. Et ça, le temps, c'est de l'argent. Je pense que l'ARS a déjà compris l'intérêt de l'intervention d'un EduxP en termes de coût de soins. C'est-à-dire que ça engendre beaucoup d'économies. Le fait de pouvoir gérer les incuries plus rapidement, plus facilement, va éviter des allers-retours aux urgences ou en hospitalisation, sans parler du bien-être du résident et des personnes qui sont autour. Donc, le gain, il est énorme. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est quasiment une logique de QVT, en fait, de qualité de vie au travail, parce que à la fois le psychologue, je comprends bien, parce qu'en plus, souvent, c'est des temps partiels, il doit voir beaucoup de monde, donc finalement, il est sur l'entretien, il va déceler des problématiques, mais en fait, il doit, je caricature, mais enchaîner ses rendez-vous. Et puis finalement, c'est un peu comme avec les projets de vie. Finalement, on structure vite fait un projet.
C'est mais ça. on ne va pas forcément l'appliquer parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut réévaluer les autres, mais on ne les a pas fait. Et du coup, on se dit, ben voilà, avec une course comme ça un peu. Mais c'est vrai aussi le côté pour les équipes, c'est vrai qu'on absorbe en fait la souffrance, la douleur, la difficulté. Et le fait de ne pas la voir s'améliorer, c'est un côté un peu déprimant en fait au travail, de se dire, bon, bah voilà, en fait, on fait pas, c'est pas on fait pas le job, mais on fait ce qu'on peut, mais c'est pas suffisant. Tandis que voir des résultats, en fait, que ce soit le psychologue, mais toute l'équipe, en fait, voir les résultats, voir les personnes évoluer, c'est c'est une des meilleures valorisations et gratifications, en fait. Tu vois. Ah, c'est clair, ça a fait un bien incroyable. Au début, les soignants étaient un peu circonspect sur cette situation. J'ai entendu quelques reproches. Oui, vous pensez toujours au social, on aurait besoin de plus de soignants, Ouais, ce qui n'est pas faux, hein, mais mon analyse était un peu différente. Aujourd'hui, le discours est différent. Je pense qu'ils ont compris. Alors, cette étude, elle a permis de faire une mesure très précise du type de cas géré par un EduxP et de ses résultats. Et en l'occurrence, il y a eu à peu près 150 cas de traités, 150 situations. mm, Il y a eu 70% de situations, comment dire, qui ont abouti et réussi. Donc, il y a eu 70% de problèmes résolus. Ça change la vie ouais, de l'établissement. Il y a eu 1% d'échecs et il y a une trentaine de pourcents, enfin 29%, qui ne sont pas encore clos, donc qui finiront soit par un succès, soit par un échec. Mais ça, ces résultats, c'est une belle surprise. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait d'abord autant de problèmes. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de problèmes qui pouvaient être résolus. ouais. Ça a surpris tout le monde, je pense. Et c'est extrêmement important. C'est là où je dis, on pensait qu'il allait avoir un effet positif, mais cet effet positif, il est largement supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre Oui, des c'est choses comme clair. ça par les temps qui courent, se dire que ça va bien. Mais je trouve que c'est en fait, tu vois, moi je me dis, ouais, bon, les éducs, c'est dans le handicap, et puis finalement, voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, si on veut être tu vois, si on est un établissement médico-social, on voit que la balance en EHPAD, en tout cas, ça penche à 99% vers le médico. Et puis le Oui, social, bah, tu mets l'animateur. Et puis tu lui dis, oui. vas-y, débrouille-toi. De l'autre côté, ils sont 50, toi, tu es tout seul et eux, ils gèrent les soins, toi, tu gères le social. Et forcément, bah, ça va pas, quoi. C'est pas suffisant. Je pense que le malaise qui est en EHPAD aujourd'hui, c'est la différence entre les attentes, qui sont des attentes d'un lieu de vie, d'un lieu Ouais, médico-social, et la réalité des choses, qui est un milieu sanitaire, qui devient de plus en plus sanitaire d'ailleurs. ouais, qui s'est médicalisé, qui est Euh, sanitaire. Et c'est vrai qu'on vend du lieu de vie plutôt que du lieu de soins. hum. Mais dans le concret, on finance un lieu de soins et on fait un lieu de soins. Ouais. Donc, effectivement, il y a un rééquilibrage à faire. Et l'EduxP va au-delà de l'animation. Ouais, Et bien donc, sûr. il répond, je pense, amplement à l'aspect social du milieu médico-social. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai côtoyé, alors c'était il y a très longtemps, hein, c'était en stage, une éducatrice spécialisée qui était là parce que il y avait une unité de vie pour personnes en situation de handicap, tu vois, vieillissant. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'elle apportait un regard très différent, une manière de faire, de rechallenger les choses, rechallenger la culture, en fait. Il y a Mm. cette culture soignante médicale qui, voilà, mais qui est finalement un peu dogmatique, tu vois, voilà, c'est le soin, les soignants, Oui. voilà, bref, il y a cette culture qu'on veut faire évoluer, et c'est vrai qu'un éducateur, il a une vue complètement différente, et si tu as quelqu'un qui est capable de, d'expliquer son point de vue posément, ça peut faire évoluer une équipe qui devient plus riche, en fait, parce qu'avec des points de vue différents. En fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, franchement, ce n'est pas une mission facile pour les DUXP qui se retrouvent au milieu d'un tel milieu. Non, il se retrouve un peu tout seul Chapeau. dans la fosse au lieu. Alors, l'EduxP qu'on a la chance d'avoir s'appelle Latifa Joly et c'est une personne assez extraordinaire qui a adoré le challenge,
qui, je pense, ne s'attendait pas à un tel challenge, mais qui l'a relevé avec courage et qui le fait avec passion et pérennité. Bon, cela dit, ça va au-delà de tout ça, c'est-à-dire que au niveau de l'institution, le bénéfice, il est là aussi, c'est-à-dire que le directeur, l'encadrement soins, les chefs de service, l'animateur ne sont plus les seuls à mettre au centre des préoccupations le résident, qui est notre leitmotiv depuis les années 2000, alors que tout est centré sur le sanitaire. L'EduxP, il est que là-dedans, en fait. Il est que dans le résident avant, le résident avant, le résident avant. Et en fait, naturellement, dans son discours, sans réfléchir, je dirais, il recentre tout autour du résident. Et je les vois dialoguer en transmission. L'EduxP, c'est sa génétique. Ouais. C'est impressionnant. C'est toujours la réponse qui va recentrer. Et je pense que ça parle aux soignants. Ça leur redonne aussi du sens. Parce que le métier de soignant, il est extrêmement usant. Il a une tendance répétitive. C'est un métier qui est, moi, je trouve terrible. L'aide-soignante, oui, très, très. C'est ça. Et que le fait qu'on mette un peu plus l'accent sur l'animation, là, sur les besoins sociaux, déjà, ça valorise la difficulté du travail de soignant, mais ça permet aussi d'oxygéner leur esprit. Ouais. Et de valoriser une partie de leur formation, parce que ce soit des aides-soignantes ou des AMP, une partie de leur cursus, c'est les besoins sociaux, sauf qu'elles ne l'expriment jamais dès le premier jour de leur fonction professionnelle. Donc, je dirais que cette expérience EduxP, il aide à ramener le résident au centre des préoccupations. Ce qui est quand même notre mission depuis… Il est censé être la base, mais pas si simple à mettre en place. Oui. Ok, et ben on a fait un très bon tour, c'est super intéressant. Alors, tu me l'as dit juste avant, mais l'expérimentation, du coup, ça aboutit à l'embauche de l'éducatrice spécialisée et à la pérennisation du projet. Donc ça, c'est aussi très positif. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore les financements ARS pour ça, c'est toujours en négociation, mais je veux dire, le CASVP de la ville de Paris et la DAZES semblent assez positifs en la matière et ont pérennisé cette activité pour les quelques années qui viennent, quelle que soit la réponse de l'ARS. Donc, c'est plutôt… Bon. Encore une fois, merci CASVP de ce courage et de ce financement. Ouais. Et puis, j'imagine qu'avec un tel succès, devoir revenir en arrière, ce serait horrible. Ce serait compliqué. C'est vrai. Alors, ça ferait un peu la révolution. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Tu te dis, voilà, ça y est, on a trouvé un truc qui marche bien, du coup, on va arrêter. Bon, pourtant, on l'a bien présenté comme une expérience, sauf que là, effectivement, comme tu le dis, le succès est tel que on voit mal comment revenir en arrière, en tout cas, tant qu'on a autant de besoins. Ah oui. Oui, mais si vous êtes alimenté, entre guillemets, et identifié, et que voilà, je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais c'est ça, on est d'accord. Ça pourrait nous amener sur l'EHPAD, plateforme, ressources et tout ça, parce que du coup, vous êtes ultra spécialisé sur un sujet précis, alors qu'il n'y a pas la plateforme pour le grand public, mais malgré tout. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Et puis, peut-être à bientôt pour en savoir plus. Sûrement avec d'autres projets. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médicaux.